J'aimerais commencer en vous présentant brièvement certaines notions de base en musique vidéoludique avant de plonger dans le vif du sujet et d'illustrer quelques fonctions de la nourriture que j'ai observées dans un corpus de jeux vidéo étendu, autant sur le plan générique que temporel. Je conclurai en ouvrant la discussion sur l'éthique alimentaire vidéoludique. Ma réflexion sur la nourriture dans les jeux vidéo est embryonnaire et commence à peine, et puisque mon corpus s'éloigne sans doute un peu de nos objets visuels habituels, je souhaite avant tout aujourd'hui vous faire une introduction à l'univers vidéoludique par le biais du thème de la nourriture. Puisque nous participons à un colloque qui porte sur les récits contemporains de l'alimentation, je vais discuter brièvement avec vous de la manière dont la notion de récit peut ou pas s'appliquer aux jeux vidéo. Au début des années 2000, les études vidéoludiques naissantes sont le signe d'un clash théorique, parfois idéologique, entre deux camps, celui des narratologues et celui du ludologue. Pour les narratologues, donc Janet Murray, pour qui le jeu Tetris est une métaphore de la surcharge de la vie américaine, donc pour les narratologues, le jeu est un récit. Il est donc pertinent de l'étudier avec une outil théorique issus des études littéraires et cinématographiques. Les ludologues, avec à leur tête des chercheurs comme Gonzalo Frasca et Jesper Juhl, craignant l'impérialisme théorique du champ littéraire, prétendent le contraire. Un jeu est un jeu, point. Marco Esquilinen est quand même jusqu'à écrire dans un article polémique qu'étudier le récit d'un jeu vidéo est tout simplement une perte de temps. Ce débat théorique fondateur a duré quelques années. La plupart des chercheurs vont aujourd'hui adopter une posture beaucoup plus nuancée et s'entendre sur le fait qu'on peut étudier le récit dans un jeu vidéo. Certains jeux ont un récit minimaliste et reposent avant tout sur des mécaniques intéressantes pour susciter l'intérêt du joueur. D'autres jeux, notamment les jeux de rôle, développent au contraire des univers fictionnels complexes et très vastes, où le texte joue un rôle important dans l'expérience de jeu. À titre d'exemple, le scénario du jeu Mass Effect fait plus de 300 000 mots. Le texte dans les jeux vidéo se présente aux joueurs de différentes manières, notamment sous forme de voix, de dialogues, de conversations entre les personnages, d'objets libres, de manuscrits, etc. En somme, les jeux vidéo s'inscrivent dans la continuité d'autres médias narratifs, dont la littérature et le cinéma, qui les réinvestissent et transforment. À la suite de chercheurs donc Eddie Seelin et Eric Zimmerman, Jesper Juhl fait la distinction entre deux types de jeux, les jeux de progression et les jeux d'émergence. Les jeux de progression sont formés de règles strictes qui guident l'action du joueur dans une série de défis qui succèdent l'un à l'autre. Dans les jeux de progression, le récit est linéaire, déterminé d'avance et intégré à la structure du jeu. Super Mario Bros, premier opus des aventures du célèbre plan italien et microphage, comme la plupart des jeux de plateforme, a une structure en progression. Les jeux d'émergence ont quant à eux une structure beaucoup plus souple. On parle ici souvent de open world games où le jeu se déroulant dans un monde ouvert. Le joueur est libre d'explorer l'univers mis en place par le jeu et de combiner les règles afin d'arriver à des résultats intéressants, parfois imprévus par le développeur. Le récit dans les jeux d'émergence émerge, c'est le cas de le dire, de l'interaction du joueur avec les règles. Minecraft est un excellent exemple de jeu d'émergence. On pourrait dire de Minecraft qui est un hybride entre un carré de sable et une boîte de Lego. Le joueur est laissé à lui-même dans un monde littéralement infini et généré de manière aléatoire, où il peut évoluer à sa guise et explorer en faisant des trous, en prenant des arbres ou en construisant tout ce qu'il peut imaginer. Vous voyez à l'écran à droite une ferme agricole qu'un joueur de Minecraft a créé bloc par bloc. Notons que l'émergence et la progression ne sont pas deux catégories étanches, mais bien les deux pôles d'un même continuum. La plupart des jeux vidéo s'inscrivent à un endroit ou un autre de ce pôle. À titre d'exemple, on pourrait considérer Super Mario Bros comme un jeu de progression avec des éléments d'émergence et Minecraft comme un jeu d'émergence avec des éléments de progression. Lorsque j'ai commencé à préparer cette communication, j'avais déjà en tête l'idée des œuvres qui formeraient mon corpus. Mais je ne réalisais pas à quel point la nourriture est omniprésente dans les jeux vidéo. De Super Mario Bros à Grand Theft Auto, en passant par Candy Crush, Ninja, Pepsi Man, la nourriture est partout. Cette dernière occupe un rôle central dans certains jeux, comme Pizza Tycoon ou Cooking Mama, tandis que dans d'autres jeux, comme Skyrim par exemple, il est accessoire. Les jeux vidéo touchent à différentes sphères de l'alimentation: l'agriculture, la chasse, la préparation, les services, la consommation, la déjection et les effets de la nourriture sur le corps et l'esprit. Les jeux vidéo montrent les figures du cultivateur, du cuisinier, du mangeur et de l'officier, du tracteur au chaudron à la fourchette, de même que les représentations de lieux associés à l'alimentation, du restaurant au supermarché. Avant de réfléchir aux fonctions qu'occupe la nourriture dans les jeux vidéo, je me suis d'abord demandé quels aliments sont le plus souvent racontés dans les récits vidéoludiques. Les aliments carnés, qui prennent la forme d'un animal à abattre ou d'un produit transformé, sont ceux qui semblent le plus représentés. Les fruits plus que les légumes arrivent bon deuxième, suivis de près par les différents mets associés à la bouffe, les desserts et les sucreries, et enfin les breuvages, qu'ils soient alcoolisés ou non.
À partir des observations que j'ai faites, j'ai identifié quelques fonctions que l'animal peut occuper dans les jeux vidéo, que l'aliment peut occuper dans les jeux vidéo. Je vous en présente aujourd'hui 4. Évidemment, il ne s'agit pas d'une typologie exhaustive. Un tel travail mériterait certainement des recherches plus approfondies. L'aliment dans les œuvres qui m'ont intéressé peut devenir un power-up, un élément de décor, un aspect de la jouabilité ou un outil permettant de sensibiliser le joueur à différentes problématiques. Un même aliment peut bien sûr occuper plusieurs fonctions en même temps. J'ai identifié d'autres fonctions dont je n'avais pas le temps de parler aujourd'hui, mais je mentionne quand même que l'aliment peut, dans les jeux vidéo, devenir un moteur narratif et l'objet de guerre. Il peut permettre au joueur de construire son avatar, autant sur le plan physique que psychologique. Et il peut devenir un personnage en tant que tel. Pensons au petit garçon de viande dans Super Meat Boy ou à la planche de pain dans le très étrange I Am Bread. Dans les jeux vidéo, les power-ups sont des objets qui, lorsque le personnage joueur entre en contact avec eux, confèrent à celui-ci des attitudes supplémentaires ou lui permettent de récupérer des points de vie perdus. Par exemple, lorsque Mario touche, c'est-à-dire qu'il mange un champignon, il devient grand. Il doit alors être touché 2 fois plutôt qu'une par des ennemis avant de mourir. Le petit garçon des Tunopan dans le jeu Wonderboy doit quant à lui attraper des légumes et des fruits afin de récupérer un peu de son énergie qui diminue continuellement. J'aurais tendance à inclure dans la catégorie des power-ups les aliments qui, lorsqu'ils sont ramassés par le joueur, font augmenter son score. À titre d'exemple, lorsque le joueur qui contrôle Miss Pac-Man, qu'on voit du célèbre cercle jaune, évolue dans le labyrinthe où il doit éviter la menace représentée par les fantômes, il fait des points en mangeant des cerises, des fraises ou de très payantes bananes. Dans les 2 premiers opus de la célèbre série de jeux mettant en vedette le comique plombier italien mangeur de champignons, les différents mondes que doit traverser le joueur étaient simplement numérotés. Si dans Super Mario Bros. 3, les mondes sont nommés Grassland, Desertland, Waterland, Skyland, etc., on doit attendre Super Mario World, sorti sur la console Super Nintendo en 1991, pour que les aliments soient associés à différents mondes. Dans le récent Super Mario Bros. U, on observe la même progression de niveau que dans Super Mario Bros. 3, mais cette fois avec une thématique alimentaire. Donc Grassland devient Acornland, Desertland devient Layer Cake Desert, Skyland devient Orange Glass, etc. L'aliment décor occupe ici principalement une fonction esthétique. Peint de couleurs vivantes et pastels qui s'inscrivent dans la tradition des jeux de Nintendo qui s'adressent avant tout à un public familial et qui rappellent l'esthétique du dessin animé enfantin. Les aliments décors n'ont ici pour simple but que d'être alléchants et plaisants pour eux. Certains jeux, dont les récents Rayman Origins et Rayman Legends, envisagent l'aliment comme un élément fonctionnel du décor, sur lequel le joueur, par l'entremise de son avatar, peut ou doit interagir. Ici, les aliments sont donc intégrés à la jouabilité. Ils représentent des obstacles que le joueur doit franchir ou des moyens qui lui permettent de progresser dans le niveau. Dans la capture que vous voyez à gauche à l'écran, le joueur de Rayman Legends doit naviguer dans le niveau en creusant des tunnels dans ce qui s'apparente à des blocs de fromage farcis. L'extrait que je m'apprête à vous présenter, la première partie du niveau intitulé Dragon Soup, montre non seulement des aliments et des mets comme la saucisse, le piment jalapeno, la sauce piquante et le soufflé, mais aussi des ustensiles et des chevrons, de même que des ennemis portant la tête et le tablier de chien. Je mentionnais plus tôt, certains jeux accordent aux aliments une place centrale. La nourriture devient ici un élément clé de la jouabilité. Dans le célèbre Burger Time, le joueur qui incarne un petit cuisinier va éviter des saucisses et des œufs miroirs
improviser et faire tomber sur eux un dessus plus de viande afin d'assembler des hamburgers. D'autres jeux ont poussé plus loin cette idée du personnage joueur cuisinier, pensant à cet égard aux nombreux simulateurs de cuisine sous la forme de jeux flash ou pour console, de Let's Get Cooking à Cooking Mama. Dans ce dernier jeu, le joueur doit recréer les recettes de Mama, le but étant de réussir mieux. Pour ce faire, il doit reproduire avec la main qui détecte les mouvements de la console des actions qu'on associe à la cuisine, notamment couper des fruits ou rouler une pâte. Les concepteurs du jeu tentent ici de proposer aux joueurs une expérience qui vise un idéal de ce que Carl Perrien nomme un arrimage symbiotique, c'est-à-dire une symbiose entre les actions du joueur et celles de son avatar. À l'opposé, on parle d'arrimage ponctuel lorsqu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'avatar effectue des tâches complexes. Les jeux de la série de Sims, qu'on pourrait qualifier de simulateurs de la vie quotidienne, permettent aux joueurs de gérer tous les aspects de la vie de petits personnages par les Sims. Afin d'assurer leur survie, il doit leur permettre de combler leurs besoins, qu'ils soient d'ordre psychologique ou physiologique. Pour survivre, un Sim doit notamment dormir et se nourrir. Le talent culinaire, représenté ici à l'écran par la table de chef, est l'une des différentes attitudes qu'un Sim peut développer avec la pratique, en suivant des cours, en lisant des ouvrages théoriques ou, dans ce cas précis, en regardant des Cooking Channel ou en discutant cuisine avec d'autres Sims. Plus le talent culinaire du Sim est élevé, plus celui-ci peut réaliser des recettes complexes qui lui permettent de mieux combler les besoins nutritionnels de lui et de sa famille. Un Sim incompétent risque, quant à lui, comme vous voyez à l'écran, de rater des recettes simples, de donner la nausée à ses convives, voire de causer des incendies qui pourraient avoir, on s'en doute bien, des conséquences désastreuses. Dans The Sims 3, afin d'avoir accès à de nouvelles recettes, le personnage joueur doit acheter des livres à la librairie du coin, des livres de recettes. Il y a environ une 60aine de recettes disponibles dans le jeu. Parmi les plus simples à réaliser, notons la salade d'automne et les gaufres. Parmi les plus complexes, le ceviche et l'ambroisie. La qualité de la nourriture repose non seulement sur le niveau d'expérience du Sims et la complexité des recettes, mais aussi sur la valeur des électroménagers, poêles, réfrigérateurs, etc., que le joueur achète pour son personnage, ce qui témoigne de l'idéologie capitaliste et qui sous-tend le jeu de marxiste. Afin de se procurer tous ces objets, le Sim doit en effet faire de l'argent. Pour ce faire, il doit trouver et garder un emploi. Parmi les nombreuses professions que le Sim peut exercer, que son Sim peut exercer, le joueur peut opter pour une carrière dans le monde culinaire qui l'amènera à occuper notamment les postes de plombier et de sous-chef. De plombier, de plongeur. D'autres jeux proposent des situations de jouabilité impliquant une ou plusieurs sphères de l'alimentation, de la production à la consommation. Vous voyez à gauche un imposant système de récolte automatique de blé construit par un joueur du jeu Minecraft dont je parlais brièvement tout à l'heure. Le jeu de rôle Skyrim, un jeu open world permettant aux joueurs de vivre des expériences de jeu émergentes, donne accès à ce dernier à une pléthore d'aliments d'origine végétale ou animale, de la cuisse de chèvre à la trompe de mammouth, en passant par la courge et la tomate. En faisant cuire et en combinant ces différents aliments, le joueur peut réaliser une trentaine de recettes en tout. De la simple soupe à la tomate au ragoût pomme et chou, en passant par le pain à l'ail, la tarte au lait et les dumplings à la viande. De manière semblable à ce qu'on observe dans Minecraft, le joueur peut tuer des animaux et faire cuire leur chair. Il peut aussi planter des légumes, les récolter et les obtenir. Dans ces situations de jeu émergents, c'est le joueur qui crée lui-même son propre récit biblique relatif à l'alimentation à partir des possibilités que lui offre le jeu. Dans l'extrait que je vous présente, le personnage joueur, c'est-à-dire moi-même, après avoir terrassé un dragon qui menaçait mon humble demeure, décide de célébrer en plantant un échantillon de légumes. Je visite de nouveau mon jardin quelques jours plus tard, heureux de découvrir les plantes naturelles que je récolte afin de préparer une délicieuse soupe aux légumes que j'avale avec délectation. Tout ce que j'ai fait à l'écran était purement optionnel, donc c'est pas nécessaire dans ce cas de manger pour survivre, et surtout pas de s'asseoir pour manger. Donc, certains jours ont une visée éducative des temps dans un mode ludique de sensibiliser un public plus jeune à une saine alimentation telle que prescrite par des organismes comme l'USDA ou qui est boostée par le Guide alimentaire canadien. Les jeux sérieux ou serious games ont pour leur part comme objectif principal de sensibiliser le joueur à des problématiques éthiques ou sociales par le biais d'une expérience ludique souvent inconfortable où on lui fait parfois tenir le rôle d'un antagoniste ou du moins on lui fait poser des gestes qui sont vraiment discutables. À titre d'exemple, le McDonald's Video Game fait état des pratiques de la grande corporation et les dénonce, en invitant le joueur à poser différentes actions, dont l'accompagnement de forêt, le marketing trompeur et l'injection d'antibiotiques à des vaches entassées dans des centres de production qui sont aussi office d'abattement. La version non autorisée de Cooking Mama, dont je parlais tout à l'heure, développée par PETA, montre une vision moins jovialiste des mots derniers que celle présentée dans le jeu original.
Les concepteurs du jeu souhaitent ici avant tout informer le joueur sur les conséquences de l'alimentation omnivore en le forçant à associer la viande qu'il mange à l'être vivant qui a perdu la vie. Cette dernière fonction m'amène, et je conclurai là-dessus, à soulever quelques risques d'analyse en regard de l'idéologie alimentaire dominante dans les jeux vidéo. Dans son ouvrage Critical Play, Radical Game Design, publié en 2009, la chercheure Mary Flanagan observe que puisque la grande majorité des concepteurs de jeux vidéo sont des hommes blancs hétérosexuels, on ne doit pas surprendre que les jeux qu'ils développent s'adressent avant tout à des hommes blancs hétérosexuels. C'est pourquoi on observe plusieurs personnages masculins virils et hypertrophiés, issus de ce que Stephen Klein et ses collègues nomment la masculinité militarisée, alors que les personnages féminins sont quant à eux souvent réduits à l'état d'objet. Cette réalité a été mise en lumière et critiquée à de nombreuses reprises par des chercheurs féministes, dont Anita Sarkeesian. Heureusement, les choses ne sont amenées à changer. Au fur et à mesure que l'industrie du jeu vidéo accorde enfin une place toute méritée aux développeuses et développeurs issus de la communauté LGBT, le changement se fait déjà sentir à travers des jeux comme Gone Home ou Dragon Age Inquisition, qui donnent à voir des représentations de la sexualité et de l'identité genrée qui ne découlent pas d'une hétéronormativité pacotille. Même la célèbre Lara Croft a subi dans le dernier opus de la série une importante métamorphose, lui donnant enfin une allure humaine qui ne la réduit plus à ses attributs sexuels. Si quelques jeux comme les opus de la série Fable confèrent à certains aliments souvent caricatural une valeur morale, et que d'autres, comme le Sims 3, permettent aux joueurs d'incarner un personnage végétarien, dans la grande majorité des œuvres de l'humanité, on élude complètement le questionnement éthique sur l'alimentation. Les aliments carniens sont légion, le régime omnivore représente la norme. Le joueur est plongé dans un système de prédation où les animaux sont réduits à la somme de leurs composants et deviennent de simples ressources. On peut se demander comment les jeux vidéo de demain vont raconter l'aliment. La norme omnivore dans les jeux vidéo, et par extension dans les autres médias, est-elle amenée à céder sa place à de nouvelles représentations de l'aliment et du mangeur? Pose la question si l'initiative